Italy. Donc on avait ça marche pas très bien. Donc x de t égale t carré plus 2 sur t et y de t égale t carré plus 1 sur t carré. Donc là, évidemment, on a un problème en t égale à 0, hein, donc on doit se placer sur la réunion de deux intervalles. Donc R étoile, x et y sont C infini sur R étoile. Il n'y avait pas de symétrie, hein, on peut le regretter un petit peu, mais bon, y est pair, mais x n'est ni pair ni impair, donc on n'a pas grand-chose. Parfois, dans ce genre de choses, on peut essayer de remplacer t par 1 sur t. Alors, il se passe des choses sympathiques au niveau du y encore, mais le x, il ne vous donnera rien du tout. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on va faire une étude sur R étoile. Hein, mais à part ça, l'étude, elle va être assez rapide parce qu'il n'y a pas de grosses difficultés de calcul pour ce qui est de trouver le signe de la dérivée, etc. Alors, donc je vous donne directement hein, la dérivée, il n'y a vraiment aucune difficulté. Donc évidemment, il faut tout mettre sur le même dénominateur pour pouvoir étudier le signe. Donc on trouve x' égale ça. Y', il y a aussi un facteur 2 là, c'est t4 moins 1 sur t cube. Et donc on voit bien quand est-ce que les dérivées vont s'annuler. Hein. X' c'est uniquement en t égale 1. Puisque là, les autres racines seraient complexes, et y', c'est en moins 1 et en 1. Donc, à partir de là, on peut faire le tableau de variation qui va prendre un peu de place. J'espère qu'il va bien rentrer. Là. Donc, ici, vous allez avoir t, vous allez avoir moins l'infini, vous aurez 0 qui est donc la valeur interdite, plus l'infini. Et puis, ici, vous aurez les deux points t égale moins 1 et t égale 1. Et voilà. Donc, x', ça va être ici. Là, je vais avoir du x. Là, je vais avoir du y. Et là, je vais avoir du y. Donc, ici, je mets x' de t, x de t, y de t et y'. Donc, x', je vous l'ai dit, s'annule en t égale 1. Pour t plus grand que 1, il est clairement positif. Entre 0 et 1, ça, c'est clairement négatif. Et puis, quand t est négatif, bah, t cube, vous savez que ça sera toujours négatif. Donc là, tout ça, ça sera négatif. Donc, votre fonction x, elle va décroître. Ici, elle va aussi décroître. Et là, elle va croître. En moins l'infini, bah, vous regardez les limites hein, de x en moins l'infini. Donc là, c'est plus l'infini. En 0, 0 moins, hein, donc ça va être moins l'infini. Donc là, x, ben, il va beaucoup voyager, hein, il va être plus l'infini moins l'infini. En 0 plus, ça sera plus l'infini. La valeur en 1, elle vaut 3. Et la valeur en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ça, c'est ce que va faire hein, l'abscisse du mobile. Pour y', alors y', il faut faire un petit peu attention. Donc la dérivée, elle s'annule en moins 1 et en 1. Et pour ce qui est de t positif, alors là c'est simple, hein, quand t est plus grand que 1, c'est positif, et quand t est entre 0 et 1, ça c'est négatif, t cube est positif. Et quand t est négatif, il faut faire attention au t cube. Il était fait piéger, hein, moi je vous le dis. Hein, j'avais regardé que le numérateur, mais du coup je trouvais quelque chose d'incohérent après ici quand je cherchais les limites en moins l'infini. Donc le t cube il est négatif. Hein, donc il faut faire attention à ça. Parce que quand t compris entre 0 et moins 1, ça c'est négatif, mais comme ça c'est négatif aussi, là vous avez un plus, et puis ici vous aurez un moins. Donc ici, y va décroître, puis croître, et puis là ça va décroître, et ça va croître. Donc là ça sera aussi plus l'infini, là ça sera aussi plus l'infini. Il y a des plus l'infini partout.
En moins 1, ici, ça vaut 2. Du coup, là, il faudrait donner la valeur quand même de x en moins 1. Je crois que c'est moins 1. Voilà. Et puis, on a ça. Et puis ici, en 0, ça vaut 2. En t égale 1, ça vaut 2. Voilà. Donc là, on a le tableau de variation. Et sur ce tableau, on s'aperçoit, première chose, qu'on a un point stationnaire. Donc, il faudra regarder ce qui se passe en t égale 1, notamment pour connaître la tangente et la nature du point stationnaire. Et puis, on voit évidemment qu'on a des branches infinies, en plus l'infini, en 0 et en moins l'infini. Alors, ces études des branches infinies, vous allez voir comme on a des expressions simples de x et de y, elles ne vont pas être compliquées, il suffit juste d'appliquer la méthode. Et le point stationnaire, eh bien, on va se ramener en 0 pour faire un petit développement limité, et on aura tout de suite la nature du point stationnaire. Encore une fois, on n'est pas obligé de faire des développements limités. On peut aussi s'amuser, mais ce n'est pas très sympathique, hein, de calculer les dérivées successives de x et de y. Donc, il faudrait calculer x seconde, y seconde, et même aller jusqu'à la dérivée troisième. Minimum, c'est dérivée troisième. Bon, donc c'est pour ça que les développements limités ici sont quand même beaucoup plus utiles. Bien, donc je vais effacer le tableau. Ça, j'en ai plus besoin. Donc, j'ai besoin de mon tableau de variation. Hein. Je le garde encore un petit peu. Et puis, je vais étudier d'abord le point stationnaire. Donc, c'est en t égale 1. Et là, je pose u égale 1 moins t pour pouvoir me ramener en 0. Donc, x de t vaudra, donc x, je vous rappelle, c'est t carré plus 2 sur t. Donc, vous remplacez t par 1 moins u. Et ça vous fait 1 moins u au carré plus 2 sur 1 moins u. Et là, vous pouvez faire un développement limité très, très simple. Bon, déjà, vous développez ce carré, hein, 1 moins 2u plus u carré, plus 2 fois, alors 1 sur 1 moins u, hein, c'est le développement limité le plus simple du monde, 1 plus u carré, on va aller jusqu'à u3, plus un petit taux de u3. Voilà. Donc là, je vais quand même aller jusqu'à l'ordre 3. Il faut aller assez loin dans ces développements limités, hein, puisque un point stationnaire, souvent, c'est P égale 2, Q égale 3. Q égale 3, ça veut dire qu'on va jusqu'à la dérivée troisième. Donc, dérivée troisième, il faut aller à l'ordre 3 pour le dl. Vous développez tout ça. Alors, le terme constant, vous trouvez 3. C'est le terme que vous avez dans votre tableau de variation. Hein, c'est la valeur de x en 1. Les termes en u, vous n'en aurez pas. Et ça, c'est normal puisqu'on a un point stationnaire. C'est-à-dire qu'on a x' de 1 qui vaut 0. Donc, il n'y a pas de terme en u. Et ensuite, vous avez des termes en u carré. Donc, si vous ajoutez vos termes en u carré, vous en avez 3. Et des termes en u cube, vous en avez 2. Voilà. Vous faites la même chose par rapport à y. Donc, y de t, donc c'est pareil, c'est quasiment la même chose, sauf que ici, c'est 1 sur t carré, donc ça vous donne ça. Donc, vous avez développé de la même manière le carré. Et puis ici, alors 1 sur 1 moins u carré, alors vous connaissez le dl de ça, mais je vous rappelle que le 1 sur 1 moins u carré, c'est aussi la dérivée de 1 sur 1 moins u. Donc, vous dérivez ça et vous avez le dl. Donc, ça va vous faire, alors ici, c'est 1 fois, donc 1, ça c'est la dérivée de u, plus 2u, plus 3u carré, et si on veut le terme d'après, c'est 4u3, plus un petit taux de u3. Voilà. Et donc ça vous donne, je l'écris ici, donc la valeur constante c'est 2, hein, c'est la valeur de y en 1. Des termes en u, vous n'en avez pas, c'est logique. Et maintenant, il faut regarder combien on a de termes en u carré. Donc des termes en u carré, j'en ai 4. Et des termes en u cube, j'en ai 4 aussi. Voilà. Donc ici, j'ai mes deux développements limités de x et de y. Donc tout ça, c'est technique, hein, il faut appliquer les développements limités. Alors j'efface le tableau de variation.
Je l'ai gardé sur un papier pour l'avoir en tête. Et donc, je vous rappelle que ces deux développements limités, c'est toujours bien de les écrire de manière vectorielle pour comprendre qu'est-ce qu'ils signifient. Ça veut dire que f de t, qui est le vecteur qui représente le mobile m de t, donc en t égale 1, ça fait 2, 3. Ensuite, vous avez un coefficient de u carré. Alors, u carré, on pourrait le remplacer par 1 moins t carré, si vous voulez, puisque u est égal à 1 moins t. Donc, u carré, je regarde quels sont ses coefficients. Donc, ces coefficients, vous les avez ici. Là, vous avez 3 pour x et 4 pour y. Donc, ce 1 moins t carré, il est en facteur du vecteur 3, 4. Après, vous avez 1 moins t au cube, qui est en facteur du vecteur 4, 4. Non, ce n'est pas 4, 4, c'est 2, 4. J'ai mis 4, 4. Le 4, 4, c'était là. Voilà. Et après, vous avez un petit taux de la norme du vecteur m de t au cube, enfin bon, peu importe. Ça, on s'en fiche. Tout ça, ça nous donne les premiers vecteurs dérivés. Donc ça, c'est ce que j'avais appelé le vecteur V2, associé à V carré. Et puis là, vous avez un vecteur V3, donc qui est un vecteur dérivé 3 fois. Alors ce vecteur-là, il est collinaire, la dérivée troisième de f. Il n'est pas exactement égal à ça, il y a du factoriel 3 qui intervient. Mais en tous les cas, ce qu'on remarque, c'est que V2 et V3 ne sont pas collinéaires. Ils ne sont pas parallèles, si vous voulez. 3, 4 et 2, 4, ce n'est pas collinéaire, ça. Donc, on a P égale 2 et Q égale 3, ce qui nous donne un point de rebroussement de première espèce. Et surtout, on a le vecteur tangent. Le vecteur tangent, vous voyez bien, c'est la dérivée seconde qui vous la donne. Et je le dessinerai après quand je vais faire la courbe. Il est dirigé par le vecteur de coordonnées 3, 4. Donc ça, c'est votre vecteur tangent. Et puis, vous avez donc un point de rebroussement de première espèce. Voilà. Bon, là, je vais un peu vite parce que j'ai déjà fait les calculs. Je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus. L'important, c'est de connaître la méthode et puis à vous de refaire un peu les calculs pour vous habituer à tout ça. Ensuite, il nous reste à faire les branches infinies. Alors ça va être assez rapide. Donc là, on a déjà des informations. On s'en souviendra pour tracer la courbe. Donc pour les branches infinies, on a deux types de branches infinies. Hop, je vais faire ça comme ça. Donc vous avez le cas t égale 0. T égale à 0, alors qu'il y a un paramètre interdit, puisque x et y ne sont pas définis en 0, mais x et y tendent toutes les deux vers l'infini. Donc là, on regarde y de t sur x de t, et il se passe des choses très, très simples. C'est que quand vous faites ça, alors je fais exactement les calculs, donc y de t, ça vous fait un t4 ici plus 1. Donc il y a du t carré qui s'en va, il faut que je multiplie par t carré, et donc je crois qu'il reste un t là. Si je multiplie par t, ça doit faire un t4 plus par t carré, t4 plus 2t. Enfin bref. Et donc quand vous faites t tend vers 0, en tous les cas, ça tend vers l'infini. Voilà. Donc bon, je crois que c'est à peu près ça, mais en tous les cas, ça tend quand t tend vers 0 plus ou moins, ça ne changera rien, ça va tendre vers l'infini. Donc là, l'étude, elle est terminée. On n'a pas d'asymptote, on n'a rien du tout. On a une branche parabolique de direction OY. Quand vous avez y sur x qui tend à l'infini, la courbe elle a la même allure que la fonction exponentielle, que la fonction ch, que la fonction x carré. C'est une branche parabolique qui part vers le haut. Donc ça, c'est rapide. C'est terminé. Ensuite, en t égale 1, en t égale à infini, pardon, plus ou moins l'infini, on a aussi x et y qui partent vers l'infini. Donc on a des branches infinies. Et donc là, si vous faites y de t sur x de t, donc vous avez l'expression qui est là.
Donc, si vous faites tendre t vers l'infini, T4 sur T4, on regarde les termes de plus haut degré, on peut dire que ça, c'est équivalent à T4 sur T4. Donc, ça tend vers 1. Voilà. Donc là, on a peut-être bien une asymptote. Et pour ça, on regarde la différence. Donc ici, vous avez un coefficient petit a et on fait y moins ax. Donc ici, vous faites y de t moins x de t. C'est là que les choses sont très très sympathiques, puisque du coup, il y a les termes en t carré qui s'en vont, et il nous reste 1 sur t carré moins 2 sur t, qui tend clairement vers 0 quand t tend vers l'infini. Voilà. Donc ça permet de dire très rapidement que y égale x est asymptote. Alors, elle est asymptote à la fois au voisinage du paramètre t égale plus l'infini et aussi au voisinage du paramètre t égale moins l'infini. Bien, maintenant, on a tous les éléments pour tracer la courbe. Alors, donc je vais être obligé d'effacer un petit peu. Donc, si vous notez, je vous laisse un peu de temps. Donc, les éléments, c'est l'asymptote, y égale x. Là, les branches paraboliques, bon, on en tiendra compte, évidemment, pour la tracer. Et puis, surtout, on a le point stationnaire, et puis on a un petit point avec une tangente horizontale. Là. On en reparlera au moment de le tracer. Bien, donc j'efface tout, pas trop le choix. Là, donc ça prend un peu de place, après je vous montrerai le résultat avec Python. Si vous regardez Y, avant de faire n'importe quoi, il faut toujours regarder quand même votre tableau de variation. Donc, puis de toute façon, vous voyez bien avec l'expression de Y, Y c'est t carré plus 1 sur t carré, donc Y est toujours positif. Donc, ce n'est pas la peine d'aller prendre de la place ici pour les ordonnées négatives. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme point particulier? On avait le paramètre t égale 1 où on avait un point stationnaire. Et donc, t égale 1, c'était 3, 2, je crois. Donc, c'était en ce point-là. Donc, ça, c'est le paramètre, c'est m de 1. 1, c'est son paramètre. Et là, on avait une tangente qui était le vecteur V2. Donc, vecteur V2, c'était 3, 4, je crois. Si ma mémoire est bonne. Donc, ça vous fait un truc un peu comme ça. Donc, là, c'est le fameux vecteur V2 que j'ai obtenu lors de l'étude locale du point stationnaire. Et puis, on a un autre point, c'est le point de paramètre moins 1, où là, c'est Y' qui s'annulait, mais pas X'. Donc, le point de paramètre moins 1, alors attendez, je l'ai perdu, c'est moins 1, 2, X il vaut moins 1, et Y il vaut 2, donc on est à la même ordonnée ici. Et en ce point-là, comme c'est Y' qui s'annule et pas X', ça veut dire que votre vecteur tangent, il est horizontal. Vous avez ça. Et puis, on a cette fameuse asymptote qui est Y égale X. Bien. Donc, à partir de là, on peut tracer. Donc, ici, si je regarde mon tableau de variation, donc là, je vous invite à prendre les yeux dessus, mettre vos yeux dessus. Donc, quand vous avez, on va plutôt regarder ce qui se passe quand le paramètre t est en 0. Donc, si vous partez de t égale 0 moins, en fait, on va remonter le temps. Vous allez voir. On se place à l'an 0, les 0 moins. X, il est en moins l'infini et Y, il est en plus l'infini. Et on a vu qu'en ce point-là, on avait une branche parabolique. Et donc, X moins l'infini, Y plus l'infini, ça veut dire que vous êtes dans cette partie-là du plan. Et là, vous avez une branche parabolique et vous vous dirigez vers ce point-là. Donc, en fait, vous allez avoir quelque chose qui va faire ça. Voilà. Et puis, plus je remonte dans le temps, donc t tend vers moins l'infini, eh bien, X et Y tendent vers l'infini, donc on va partir vers cette partie-là du plan, et là, on se dirige vers l'asymptote.
Et si vous regardez l'expression y moins x, vous allez voir que y moins x va être positif, donc on va être au-dessus de l'asymptote. Donc on va avoir ça. Donc ça, c'est la première partie pour t négatif. Ensuite, on fait la même chose pour t positif. Alors, on a des choses un petit peu identiques. Hein. Quand t est en 0 plus, donc 0 plus, on a nos branches, notre branche parabolique. On se dirige vers ce point. Donc, on est un petit peu par là. Et on se dirige vers ça. Et après, on repart. Donc là, vous avez vraiment le point de rebroussement. Et ici, on va se diriger vers l'asymptote. Et là, on va être en dessous de l'asymptote. Et ça se voit si on fait y moins x, on regarde son signe. Voilà. Donc, vous avez cette courbe. Donc, le petit e, on a x de t qui vaut cosinus 3t et y de t qui vaut sinus de 2t. Bon, ça s'appelle, ça fait partie de l'ensemble des courbes, dites courbes de Lissajous. Alors, Lissajous, c'était un physicien français, 19e siècle, je crois, qui a été prof en classe prépa d'ailleurs, je crois, au lycée Saint-Louis, et qui a beaucoup travaillé sur le son. Et vous allez voir que la courbe là, c'est des courbes quand on fait des trucs avec le son qu'on retrouve. Donc, c'est clairement, hein, x et y sont clairement de classe C infinie. Alors, vous avez deux périodicités différentes pour x et y. X, c'est une fonction qui est 2π sur 3 périodique, donc ça fait une période assez petite. Y est pi périodique, mais comme on doit prendre une période commune aux deux, hein, nous, ce qu'on veut, c'est une période du point m de t et pas du point de x et de y. Et donc, pour ce qui est de la courbe, on est obligé de prendre un multiple entier, hein, enfin entier entre guillemets, de ces deux périodes, donc de reprendre 2π. Hein, il n'y a que 2π, ça sera la plus petite période. Donc, on n'a pas trop le choix là-dessus, mais on va avoir énormément de symétrie, ce qui va nous permettre de réduire sensiblement le domaine d'étude. Donc ça, c'est le domaine de tracé. Hein. Pour avoir toute la courbe, il faut prendre un intervalle d'amplitude de pi. Ensuite, vous étudiez les symétries au travers des... Alors, il n'y aura pas que la parité, hein, je vais plutôt écrire symétrie. Donc, vous avez une première chose à faire, hein, c'est évidemment regarder en moins t, qu'est-ce qui se passe? Bon, x est clairement pair et y est impair. Donc, ça veut dire que le point de paramètre moins t va avoir la même abscisse que le point de paramètre t, mais une ordonnée différente. Donc là, on a une symétrie par rapport à OX. Hein, je rappelle, vous faites le petit dessin, vous mettez votre point M de t ici. Donc là, vous avez la même abscisse, mais l'ordonnée qui est opposée. Donc le point M de moins t, il est là. Donc symétrie par rapport à OX. Ça, c'est la première chose. Donc ça veut dire qu'on va réduire ici le domaine d'étude à 0π. Alors quand vous avez un domaine d'étude qui est 0π, il faut tester x de pi moins t. Et pas x de pi plus t. Ça ne sert à rien, pi plus t, parce que pi plus t, ça vous fait sortir de ce domaine d'étude. L'idée, c'est à l'intérieur de ce domaine d'étude, est-ce que je peux réduire ce domaine d'étude grâce encore à une nouvelle symétrie? Donc, vous faites x de pi moins t, et grâce aux propriétés de cosinus et de sinus, vous allez vous apercevoir que ça vaut moins x de t, et y de pi moins t, ça vous fait du sinus de 2π moins 2t, donc sinus étant 2π périodique, ça vous fait aussi moins y de t. Donc ça signifie que si je place mon point m de t ici, eh bien le point de coordonnées, enfin de paramètre pi moins t, il a une abscisse et une ordonnée opposée. Donc il va être ici. Donc vous avez une symétrie centrale par rapport à l'origine. Alors, comme vous avez une symétrie par rapport à l'origine et que vous avez aussi une symétrie par rapport à OX, en fait, vous aurez aussi une symétrie par rapport à OY. Mais bon, ça, ce n'est pas important. Et donc, ça me permet de réduire de nouveau mon domaine d'étude.
puisque si je prends l'intervalle 0, pi sur 2, qui sera donc mon nouveau domaine d'étude, quand vous faites l'opération pi moins t, vous allez obtenir l'intervalle pi sur 2 pi, ce qui va vous donner le domaine d'étude qui est là. Donc, voilà mon domaine d'étude. Alors, on va calculer les dérivées qui sont très simples. Donc là, on fait l'étude des variations, variations de x et de y. Donc x' de t moins 3 sinus de 3t, y' de t 2 cosinus de 2t. Donc il n'y a plus qu'à étudier le signe de ces deux fonctions sur l'intervalle 0 pi sur 2. Bon, ça pose aucun problème. Alors, il faut utiliser le cercle Trigo, parce que là, 3t quand même, quand t varie entre 0 et pi sur 2, 3t va varier entre 0 et 3 pi sur 2. Donc, votre sinus, il va avoir le temps de changer de signe. Mais en tous les cas, ce n'est pas très compliqué. Alors, je vais peut-être faire ça. Là. Attendez, je vais essayer d'utiliser un peu plus la largeur du tableau. Puisque j'ai de la place. Donc, t, 0, pi sur 2. Alors, je vous mets tout de suite les points qui vont être utilisés. C'est pi sur 4 et pi sur 3. Donc là, on a x'. Là, on a x. Je vais effacer cette symétrie. Là, on a y et là, on a y'. Voilà. Donc, bon, je vous donne les résultats. On a 0 ici. Là, ça s'annule quand pi sur 3, là. Et après, c'est négatif ici et positif là. Donc là, on a une fonction qui décroît et puis une fonction qui croît. On a comme valeur ici 1. Là, on a moins 1. Là, on a 0. En pi sur 4, vous pouvez calculer, c'est moins racine de 2 sur 2. Enfin bon, c'est pas très important. En y, la dérivée va s'annuler en pi sur 4. Parce que ça vous fait un cos pi sur 2 là. Et ensuite, ici, c'est positif et là, c'est négatif. Donc là, on a une fonction qui croît et là, qui décroît. La valeur de y en 0, elle vaut 0. Alors, y' en 0, ça vaut 2. Donc là, x' s'annule, mais pas y'. Et quand y' s'annule, x' ne s'annule pas. Donc, il n'y a pas de point stationnaire ici. Donc, pour ça, c'est assez sympathique. Et puis ensuite, on a les valeurs là, donc il faut bien marquer les valeurs ici. Donc là c'est 0, là c'est 1, et là c'est, je crois, en pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc il faudra aligner avec le moins 1. Voilà, ici, ça sera plus joli. Voilà. Bien, donc là j'ai tout ce qu'il me faut pour tracer la courbe. J'ai mon tableau de variation et ça me suffit largement. Donc c'est là qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, si vous regardez bien, alors évidemment, il y a des symétries, mais là, vous voyez que x, il est compris entre 1 et moins 1. Y, ici, il est compris entre 0 et 1, mais comme on a vu qu'on va avoir une symétrie par rapport à x, y, il va aussi prendre des valeurs entre 0 et moins 1. Donc, en fait, votre courbe, elle va être inscrite dans le carré. Je vais la mettre ici. Là, vous mettez 1, là, vous mettez moins 1, là, vous mettez 1, et là, vous mettez moins 1. Voilà, elle va être inscrite dans ce carré-là. Alors, on va placer les points qui nous intéressent. Donc, en t égale à 0, x vaut 1, y vaut 0. Donc, on est ici. Et en ce point-là, il faut toujours regarder la tangente. Donc, ici, x' vaut 0 et y' vaut 2. Donc, votre tangente, vous avez p égale 1 ici. Votre tangente, elle est dirigée par le vecteur, je vous rappelle, x', y'. Donc, elle est dirigée par le vecteur 0, 2. Donc, vecteur 0, 2, c'est un vecteur vertical. Vous verrez ça, en fait. Tangente comme ça. Ensuite, en t égale pi sur 4, donc là, c'est le point de paramètre 0. En t égale pi sur 4, x vaut moins racine de 2 sur 2. Donc là, x, là, on est parti de 1 à moins racine de 2 sur 2. Donc là, on a fait un bond. On est à peu près ici. Moins racine de 2 sur 2, c'est à peu près moins 0,7. Donc on est à peu près là. Y qui vaut 1, donc on est ici.
Et là, c'est Y' qui est nul, mais pas X'. Donc là, on a une tangente horizontale. Donc notre courbe, hop, elle va faire un truc comme ça. On va revenir ici, on a un X' qui est nul, mais pas un Y'. Et ça, c'est au point moins 1, racine de 3 sur 2. Donc on est à peu près ici. Et là, on a une tangente verticale, parce que c'est X' qui est nul, et pas Y'. D'accord? Et enfin, on se dirige en t égale pi sur 2. Donc là, vous avez le paramètre. Alors là, c'est m de pi sur 4. Ici, c'est m de pi sur 3. Et puis là, on va arriver en 0, 0. Alors en 0, 0, on peut même donner la tangente. En pi sur 2, j'avais calculé là, je crois que je trouve 3. Et là, je trouve moins 2. Donc vous avez une tangente en ce point-là qui est dirigée par 3 moins 2. Donc une tangente qui fait un truc comme ça. Bon, c'est peut-être pas tout à fait exact, mais enfin, ça ressemble à ça. Voilà. Et ça me permet complètement de tracer ma courbe. Donc je vais avoir un truc comme ça. Et voilà. Voilà une partie de la courbe. D'accord? Donc vous voyez bien que si vous arrivez à lire le tableau de variation, et c'est ça la difficulté quand on n'est pas habitué aux arcs paramétrés, c'est de voir à partir de ce tableau de variation, alors ce n'est pas ça qui vous dit à quoi ressemble la courbe, mais placer les points avec des tangentes particulières, donc ici les tangentes horizontales et verticales, et puis là vous voyez bien ce que fait x. Ici x il décroît, donc ça veut dire qu'on se déplace vers la gauche, alors que y augmente, donc là on monte, donc on fait quelque chose comme ça. Et puis on épouse un peu les tangentes pour avoir une courbe comme il faut. Après, on a la symétrie. Alors, on avait la symétrie par rapport à OX, on a la symétrie par rapport aussi à OY, parce qu'on a une symétrie centrale. Donc, on finit la courbe. Alors, pour finir la courbe, il faut placer tous les points là. Donc, ce point-là, il faut le remettre ici. Là, vous allez l'avoir ici. Donc, là, c'est ma symétrie par rapport au X. Mais comme j'ai une symétrie centrale, ces points-là, vous allez aussi les avoir ici. En fait, vous allez avoir plein de points. Celui-là, on va le retrouver là. Etc. Donc, en fait, vous allez avoir tous ces petits trucs-là. Et alors, après, je m'y perds. Donc, vous avez la même chose ici qui va se passer par symétrie par rapport à Y. Là. Donc là, on va se croiser ici, etc. Donc là, vous aurez aussi une courbe comme ça. Et après, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, si je fais la même chose de l'autre côté, ça doit ressembler à un truc comme ça. Et puis là, on revient ici. Et puis là, hop, on part ici. On fait ça. Et on fait ça. Elle n'est pas belle, cette courbe? Non? Bon. Si. Ah, quand même. Voilà, donc ça c'est des courbes. Si vous tapez Lissajous, courbe de Lissajous sur Wikipédia, vous verrez plein de courbes qui ressemblent à ça. Et c'est des courbes qu'on voit des fois quand on étudie le son. Celle-ci, normalement, avec Python, j'espère que je l'ai fait un peu mieux. Normalement, je dois l'avoir. Elle est là. Donc vous voyez, là, j'ai mis un programme très très simple. L'ensemble des paramètres que j'ai appelé grand T. Donc je l'ai fait varier de 0 à 2π. Donc en K il varie. J'ai mis 1000 points dans mon ensemble de paramètres. Là, je me suis dit, bon, comme c'est lui qui fait le boulot, on va le faire travailler. Donc voilà, K fois 2π divisé par 1000. Donc quand K égale à 0, ça vaut 0. Et quand K égale 1000, vous obtenez 2π. Donc là, vous avez des paramètres qui varient entre 0 et 2π. X égale cos 3t, Y égale sinus 2t, t variant dans l'ensemble des paramètres, et je fais un petit plot. Et donc avec ça, normalement, on a une jolie courbe. Alors, cette jolie courbe, je vais essayer de la partager. Hop, refaire le partage. Vous l'avez là. Vous la voyez? Bon, elle n'est pas plus jolie que la mienne.